et en lui imposant un système absurde et auto-bloquant. Alors, on va prendre un exemple. Le propriétaire d'une maison individuelle est seul maître chez lui. S'il décide de repeindre son entrée de couleur blanche ou de couleur bleue, il le fait quand il veut, ce qu'il veut, avec l'esprit qu'il veut. Personne ne peut l'empêcher de repeindre ses volets ou sa cuisine. Il est maître chez lui. Si maintenant, il ne s'agit plus d'un propriétaire d'une maison individuelle, mais qu'il va être propriétaire d'un appartement dans un petit immeuble de 6 copropriétaires, il n'est plus maître chez lui. S'il veut repeindre chez lui, oui, dans son living, mais s'il veut repeindre la cage d'escalier, refaire la toiture, la façade, il ne peut plus le faire. Il doit négocier auparavant avec les 5 autres copropriétaires. Et la loi a prévu qu'il y ait un syndic extérieur qui s'occupe de régler les différends entre tous les copropriétaires. Et maintenant, si au lieu d'être dans un petit immeuble de 6, on est dans un grand ensemble de 27, à ce moment-là, vous n'avez plus le droit de penser à rien, puisque tout le monde est en désaccord sur tout. C'est le syndic qui va désormais décider de tout, des travaux, du salaire du concierge, du choix du prestataire de service, etc. Comme vous l'avez compris, un pays indépendant et souverain est assimilable à une maison individuelle. L'Europe des 6, c'est une petite copropriété avec 6 appartements. L'Europe des 27, c'est un grand ensemble. Pourquoi est-ce que c'est un système autobloquant? Vous habitez tous dans des immeubles ou dans des appartements où vous en avez entendu parler. Eh bien parce que plus il y a de monde, et plus les intérêts contradictoires se multiplient, et plus cela bloque toute décision. Par exemple, le propriétaire du rez-de-chaussée veut que l'on change la porte d'entrée, qui refroidit le hall, ce à quoi se refuse le propriétaire du premier étage. Le propriétaire du deuxième étage se plaint des odeurs du vide-ordure. Le propriétaire du quatrième étage a des problèmes de canalisation. Les propriétaires des étages supérieurs veulent rénover l'ascenseur, ce à quoi se refusent les propriétaires du rez-de-chaussée du premier étage qui ne l'utilisent pas et qui jugent que c'est une dépense superflue. Enfin, le propriétaire du dernier étage veut que l'on rénove toute la terrasse qui lui procure des infiltrations d'eau. Mais ça coûte très cher et tous les autres copropriétaires refusent d'engager de telles dépenses. On a donc une situation de blocage absolu et celui qui décide de tout, c'est quelqu'un qui n'habite pas dans l'immeuble. Eh bien, vous avez tout compris avec cette illustration au fonctionnement de l'Europe à 27. Au lieu d'un appartement, d'un immeuble, d'un grand ensemble, nous avons maintenant une Europe à 27. La France, comme le propriétaire du rez-de-chaussée, elle veut une monnaie qui ne soit pas trop forte. Elle veut une Europe française qui protège les acquis sociaux et la politique agricole. Elle veut une Europe où on parle le français. Elle veut une Europe qui s'oppose à l'hégémonie américaine, je sais si on me le dit. Elle veut une Europe qui coopère avec les pays en voie de développement du Sud. Oui, mais le copropriétaire du premier étage n'est pas du tout d'accord. Le Royaume-Uni, lui, il veut le contraire. Il veut démanteler la politique agricole commune, puisqu'il n'a pratiquement plus l'agriculteur. Lui, il veut une alliance extrêmement étroite avec les États-Unis dans tous les domaines. Le propriétaire du deuxième étage n'est pas du tout d'accord non plus. C'est l'Allemagne. L'Allemagne, elle veut une monnaie forte. Elle veut une alliance stratégique avec les États-Unis. Elle n'a d'ailleurs pas attendu l'Europe pour le faire, elle a signé une alliance stratégique avec les États-Unis. Et elle veut des liens très étroits avec l'Europe centrale. Les pays francophones d'Afrique, ce n'est pas du tout le problème de l'Allemagne. Elle, ce qui l'intéresse, ce sont les pays de l'Est. Tous les pays de l'Est, à ce propos, veulent une protection militaire américaine contre la menace russe. Bien entendu, ils refusent l'Europe sociale et toute harmonisation sociale, puisque c'est justement le différentiel de salaire qui leur permet de récupérer les emplois qui sont perdus en France, par exemple, ou en Allemagne. Donc ils ne vont jamais être d'accord pour une harmonisation sociale. Ceux qui vous parlent d'Europe sociale vous mentent.
Ils font tout simplement comme si tout le monde avait les intérêts du propriétaire du rez-de-chaussée. Ça n'est pas tout. Le Luxembourg refuse la lutte contre les paradis fiscaux. Malte, Chypre et la Grèce ne veulent pas de mesures trop contraignantes contre la pollution maritime. Tous les bateaux poubelles qui s'échouent ou qui larguent leur pétrole le long des côtes bretonnes ou de la Manche depuis des décennies ont des pavillons de complaisance très souvent maltais, chypriotes ou grecs. C'est donc le syndic extérieur à l'Europe des 27 qui va décider de tout. Qui avait compris ce système? Eh bien, un homme d'État, Charles de Gaulle, dans sa conférence de presse spectaculaire du 15 mai 1962. Le général disait: on nous dit, fondons ensemble les 6 États dans une entité supranationale, ainsi ce sera très simple et très pratique. Ce sont des idées qui peuvent peut-être charmer quelques esprits, mais je ne vois pas du tout comment on pourrait les réaliser pratiquement, quand bien même on aurait 6 signatures au bas d'un papier. Il est vrai que dans cette Europe intégrée, comme on dit, il n'y aurait peut-être pas de politique du tout. Cela simplifierait beaucoup les choses. En effet, dès lors qu'il n'y aurait pas de France, pas d'Europe, qu'il n'y aurait pas une politique, faute qu'on puisse en imposer une à chacun des 6 États, on s'abstiendrait d'en faire. Et Charles de Gaulle de préciser: mais alors peut-être ce monde se mettrait-il à la suite de quelqu'un du dehors qui, lui, en aurait une politique. Il y aurait peut-être un fédérateur, mais il ne serait pas européen. De Gaulle, évidemment, vise les États-Unis. Et ce ne serait pas l'Europe intégrée, ce serait tout autre chose de beaucoup plus large et de beaucoup plus étendu, avec, je le répète, un fédérateur. Peut-être est-ce cela qui, dans quelques mesures et quelques fois, inspire certains propos de tel ou tel partisan de l'intégration de l'Europe, alors il vaudrait mieux le dire. Conférence de presse du 15 mai 1962. Le scandale est mondial. De Gaulle n'a pas prononcé le mot États-Unis, mais dans toutes les chancelleries de la planète, on l'a compris, en France aussi. Et les 4 ministres du MRP qui appartenaient au gouvernement claquent la porte parce que De Gaulle avait tout simplement montré ce qu'était profondément la construction européenne. Un stratagème américain. De Gaulle, toujours, qui disait à Alain Berfitte, cette fois-ci non pas en conférence de presse, mais en tête-à-tête, vous savez ce que ça veut dire, la supranationalité, la domination des Américains. L'Europe supranationale, c'est l'Europe sous commandement américain. Les Allemands, les Italiens, les Belges, les Pays-Bas sont dominés par les Américains. Les Anglais aussi, mais d'une autre manière, parce qu'ils sont de la même famille. Alors il n'y a que la France qui ne soit pas dominée. Pour la dominer aussi, on s'acharne à vouloir la faire entrer dans un machin supranational aux ordres de Washington. De Gaulle ne veut pas de ça, alors on n'est pas content et on le dit à longueur de journée, on met la France en quarantaine, mais plus on veut le faire, et plus la France devient un centre d'attraction. Voici donc le stratagème. Nous faisons bon accueil à une Europe vraiment unie, dit George Bush. Bien sûr, parce que maintenant ça fait 52 ans que ça ne marche pas. Ça fait 52 ans que l'oncle Sam se tape de rire sur les cuisses en voyant que l'on a mis un continent entier en train d'essayer de trouver quelque chose qui ne peut pas marcher. Ce qui lui permet à lui de